Nous sommes jeudi et nous revoilà pour notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage et d'analyse de l'actualité nationale et internationale. Sur ce qu'il fallait démontrer aujourd'hui, plusieurs sujets sont prévus. Les propositions de l'UPR pour l'amendement du code électoral, le communiqué du Parti Les Démocrates sur la sécurité des personnalités responsables du parti, le démarrage le lundi dernier de la conférence nationale des forces vives de la nation, c'était donc le 19 février. Cette polémique des réseaux sociaux au sujet de la brouille d'un instant entre le ministre des Finances et un des soutiens du pouvoir de la rupture. Et enfin, l'actualité internationale, notamment au Sénégal, avec le Conseil constitutionnel qui a fait constater la violation de la Constitution par le président Macky Sall et le Parlement sénégalais à travers le report de la présidentielle. Voilà autant de sujets qu'on va aborder. Bonjour et bienvenue à tous. Anessé Carlos Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue. Merci. On va commencer justement par le tout premier sujet, il est politique, les propositions de l'UPR pour l'amendement du code électoral. L'UPR, j'ai l'impression que les rôles sont bien répartis à l'Assemblée nationale. Le BR qui nous propose la révision de la Constitution, l'UPR qui se propose, en tout cas après son soutien promis au Bloc républicain, qui nous propose donc quelques amendements au code électoral. Je le disais, chacun joue son rôle. On peut dire ça. On peut dire que chacun joue son rôle parce que le BR semble avoir décidé de jouer le plan A pendant que l'UPR s'octroie le plan B de jouer le plan B. Bon, alors, je pense que cette proposition répond en réalité aux consignes de la Cour constitutionnelle. Et ce que la Cour demandait n'était rien d'autre que de faire les ajustements au niveau du code électoral pour que l'ensemble des maires puissent être sur le même point d'égalité pour parrainer. Et je pense que c'est ce que l'UPR a essayé de faire pour qu'au cas où... Oui, mais pourquoi mettons cela en plan B plutôt qu'en plan A? En plan B, parce que l'intérêt de la plupart des députés aujourd'hui est que le plan A fonctionne. Il n'y a pas que d'ailleurs les députés. Il y a l'impression que plus loin, tout le monde souhaite qu'on puisse réviser cette constitution. Même si au sein de la classe politique, les démocrates disent non, ils n'en veulent pas. Il y en a qui ne sont pas d'accord et qui l'expriment très clairement pour l'instant. Parce qu'on ne va pas perdre de vue que c'est dans l'intérêt véritablement de tous les députés que cette révision puisse être faite de manière à ce que le parrainage qui est l'apanage des députés puisse rester un peu comme leur chasse gardée. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil au contenu des propositions? Oui, j'ai jeté un coup d'œil au contenu et comme je vous le disais... C'est pas nouveau, non? On a vu quand même d'autres partis politiques proposer cela. Oui, on a vu d'autres partis proposer ça, mais pas formalisé au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui rend la proposition de l'UPR intéressante. C'est que ça donne le sentiment déjà qu'on est de moins en moins sûr de faire prospérer la proposition sur la révision constitutionnelle. Et donc ce plan B vient d'une part donner une autre issue au cas où la première ne prospérerait pas et ensuite montrer à tous les députés ce qui pourrait arriver si jamais la révision de la Constitution venait à échouer. Ça ressemble un peu, ou quelque peu, aux propositions du Parti Les Démocrates. Oui, c'est un peu ça. Et je pense que les démocrates vont se rallier à cette proposition-là sans aucun problème, même si l'option A reste d'essayer de réviser la Constitution. Mais le consensus, il est là. Alors, si les propositions se ressemblent, pourquoi est-ce qu'on n'admet pas que le consensus est fait autour de la révision du code électoral et qu'on laisse tomber justement l'autre bataille? Non, ce n'est pas véritablement le consensus. En fait, ce sont les consignes très claires que la Cour constitutionnelle a données. Et donc, en fait, on n'invente rien. Sauf que tous les problèmes qu'il y a autour de cette loi et de ce code électoral et de cette constitution n'ont pas été déférés devant la Cour. C'est le citoyen Gbero qui a saisi la Cour sur un ou deux points et la Cour a statué sur ces points-là, mais pas sur l'ensemble des autres points qui posaient problème et que personne, jusqu'à ce jour, n'a cru devoir déférer devant la Cour. Et voilà, on a préféré faire en sorte de faire passer tout ça à travers une révision de la Constitution.
Ça dit qu'on a été victime d'un certain nombre de maladresses contenues dans le code. On s'en est plaint ouvertement, mais pas acquis de droit. Et quand quelqu'un se propose d'aller faire quelques remarques là-bas, on en profite. Non plus pour se limiter seulement à ce qui est proposé. La cour, mais il faut élargir les choses. Des opportunistes, non? Oui, on peut dire ça. C'est de la politique. Disons que, comme l'a expliqué un éminent député, membre de l'UPR, dans l'entendement des députés, c'est à l'approche de l'élection qu'il fallait commencer par parler du code électoral. Voilà. Donc les propositions étaient là sur la table, mais on attendait juste que nous soyons dans la mouvance de l'organisation des élections pour en parler. Et le citoyen Gbero aurait probablement déclenché toutes ces opérations-là, alors que bon, la classe politique aurait souhaité attendre un peu plus, peut-être pour mûrir davantage ou bien pour discuter un peu plus davantage entre eux. On a entendu quelques acteurs de l'opposition craignent que les propositions, ma foi, pour demander le code électoral soit après des propositions de revanche, c'est-à-dire que la majorité s'inscrive dans une démarche revancharde. Dès lors, peut-être que éventuellement la révision de la Constitution aura échoué. Oui, c'est un peu comme un petit chantage. Voyez, si on révise la Constitution, les avantages que nous avons. Mais si ça échoue, ben, voilà ce que nous avons. Dire que dans l'esprit de la loi du code électoral, s'il n'y avait pas de révision de la Constitution, ce sont les députés de la nouvelle mandature et les maires de la nouvelle mandature qui parraineraient. Et ça, personne n'en a véritablement envie. Et c'est un peu comme une façon de mettre les députés devant leurs responsabilités en disant, vous voulez être les patriotes, si vous refusez de réviser, eh bien voilà, le parrainage nous échappera à tous. Qui fait ce chantage-là? Ben, les deux partis qui sont à la manœuvre. Les deux partis qui sont à la manœuvre. En tout cas, on va proposer le premier plan et l'autre le second. En tout cas, on va voir ce qui va se passer avec l'ouverture de la session extraordinaire ce mercredi, avec à l'ordre du jour justement la révision de la Constitution, cette proposition déposée par, faut-il le rappeler, Hassan Seibou, qui est député, membre du bloc républicain, qui, faut-il le dire, a tout le soutien, en tout cas, a-t-on dit officiellement, de tous les membres députés, membres donc de la mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale. Alors, ce qu'il faut souligner, oui, qui est très important, c'est que en allant au-delà des recommandations de la Cour, les députés courent également le risque de voir la Cour déclarer cette révision non conforme à la Constitution. Pas forcément à la Constitution, mais non conforme à sa décision et par conséquent irrecevable. C'est quoi? La Cour constitutionnelle peut se permettre ce jugement-là, oui, alors que peut-être les corrections à apporter répondent justement à des faiblesses bien notifiées, bien enregistrées. Oui, l'autorité de la chose jugée peut être contournée lorsque l'objet pour lequel on fait la correction apporte une amélioration. Mais ce n'est pas forcément le cas lorsque la Cour a déjà validé l'ordre des élections dans une décision précédente et que aujourd'hui vous revenez en essayant de corriger sa propre décision, vous revenez avec un ordre renversé. La Cour est fondée à ce moment-là à dire non. Bah, ça va être un bras de fer. J'espère que ça ne va pas être comme, en tout cas, la sénégalaise. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure pour examiner un peu tout l'impact que cette décision du Conseil constitutionnel sénégalais pourrait avoir sur le processus électoral là-bas qui a été quelque peu grippé récemment. Allez, on va passer à un autre point des échanges cette soirée. Le communiqué du Parti Les Démocrates sur la sécurité, je dois dire, des responsables du parti. Les démocrates qui sortent un communiqué avec des mots assez précis et clairs. Il y a comme un complot qui s'ourdit au sujet des responsables du parti, non seulement au plan physique, donc sécurité physique, mais aussi au plan financier. C'est assez grave. Ça devrait être assez grave. Mais ça ne me donne pas l'impression d'être suffisamment grave. Comment ça? Ouais, parce que j'ai l'impression que tout le monde a pris ça un peu comme une pantalonnade. Et que c'est déjà rangé, dans nos banalités quotidiennes. Ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Parce que le communiqué des démocrates, à mon sens, pêche un peu par une absence de précision. Laquelle? Les faits
à partir desquels on considère qu'il y a une menace sur la sécurité des personnes. On devrait exposer les faits dans le communiqué? Non, mais pas le détail des faits, mais un communiqué de cette nature qui ne dit rien, qui dit tout sans rien dire, ça c'est un peu comme la confusion. Parce que dans ce communiqué, il n'y a rien. En réalité, il y a rien. Ils ont donné de précisions, ils ont dit qu'il y a des menaces sur la sécurité physique de nos leaders et sur la sécurité financière de nos responsables. C'est une simple affirmation. Ah oui? Parce qu'il n'y a rien qui étaye le fait qu'effectivement, il y a un problème. Est-ce qu'ils ont besoin d'apporter les preuves sur la place publique? Ils ont l'obligation, ou bien devant le juge? Ils ont l'obligation d'apporter. Si ça ne les intéressait pas de faire connaître à l'opinion ce qui se passe, pourquoi il faut un communiqué? Ils ne sont pas obligés de faire un communiqué non plus. À partir du moment où vous faites un communiqué pour informer l'opinion, pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin, parce que c'est ça le rôle du communiqué. À partir du moment où vous faites ça, vous devez être assez précis pour montrer à quel point vous êtes sérieux dans ce que vous dites. Ça fait que on dit que c'est sur la base d'informations sulfureuses. Comment est-ce que nous comprenons le sens de sulfureuse? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Nous ne savons pas. Et qui sont les personnes qui ont été victimes? Et de quoi ces personnes ont-elles été victimes? Il n'y a rien qui le dit dans le communiqué. Moi, ça me gêne un peu que l'on lance comme ça des accusations aussi graves sur la sécurité et qu'on précise. D'ailleurs, que ce n'est pas seulement sur la sécurité, que c'est sur aussi les disponibilités financières des personnels. Sur les disponibilités financières, et que ça donne l'impression de quoi? Que l'opposition est persécutée. Et quand c'est comme ça, c'est l'exécutif qui est indexé. Et lorsque le porte-parole du gouvernement réagit, réaction que je n'ai pas... On va analyser ça tout à l'heure. Je n'ai pas véritablement apprécié en sa juste valeur, parce que moi, je considère que ce n'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. Mais après la sortie du porte-parole du gouvernement, celui de l'opposition, le secrétaire chargé à la communication, il dit non, mais nous avons dit que nous sommes menacés, mais nous n'avons jamais indexé qui que ce soit. Nous n'avons jamais dit que c'est le gouvernement. Oui, mais c'est un argument. Alors c'est qui? C'est pour ça qu'un communiqué comme ça, qui dit tout, mais qui ne dit rien du tout, est un danger pour la quiétude nationale. Un parti politique ne devrait pas fonctionner comme ça. Si vous avez des éléments probants, soit vous allez devant le juge, soit vous faites une conférence de presse et vous déballez tout. Mais vous ne dites pas des choses de manière laconique, comme si la sécurité des personnes et des biens n'était pas une chose sérieuse. La réaction du porte-parole du gouvernement, pourquoi est-ce qu'elle ne vous a pas plu? Non, elle ne m'a pas plu parce que, à mon sens, lorsque des citoyens se plaignent de ce que leur sécurité est menacée, il est de la responsabilité du gouvernement de considérer ce qu'ils disent comme probable et même peut-être avéré, mais balayer ça comme ça, en regardant dans le rétroviseur pour dire non, c'était des amuseurs de galerie depuis toujours, et donc on comprend qu'ils sont toujours dans l'amusement de la galerie. C'est une façon un peu légère. Oui, mais vous aviez souligné, relevé les limites de ce communiqué. Si au niveau du gouvernement on l'a relevé aussi, pourquoi on devrait prendre ça au sérieux? Moi, je peux le relever en tant qu'analyste, mais il appartient au gouvernement de dire, s'il y a menace sur la sécurité des personnes, même si ce sont des opposants, c'est une affaire sérieuse. Alors, qui de droit doit se saisir de ce dossier pour en savoir plus? Si c'est de l'affabulation, on doit découvrir que c'est de l'affabulation et nous faire savoir à tous que c'était de l'affabulation. Et faire suivre les sanctions. Et faire suivre les sanctions dans ce cas. Et si c'est sérieux, on doit également trouver les voies et moyens de nous dire, nous avons pu identifier les sources d'inquiétude de nos concitoyens et nous avons mis un terme à la persécution. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Ce n'est pas de venir nous dire, non, ils sont des amuseurs de galerie, ils ont fait ci, ils ont fait ça, parce qu'ils ont été toujours dans un mauvais rôle. Nous considérons que, bon, parce qu'ils n'ont plus rien à dire, qu'ils racontent ça. Si demain il arrive quelque chose à un éminent membre de ce parti, que dira le gouvernement? Que dira-t-il? Qui n'ont pas suffisamment pris de mots et de communiquer pour être sérieux, afin qu'on les prenne au sérieux, et voilà. Non, c'est pour ça que je vous dis, d'une part, que les démocrates n'ont pas été sérieux du tout en faisant un communiqué aussi laconique, mais d'autre part, le gouvernement non plus n'a pas joué sa partition pleinement
parce que le gouvernement est garant de la sécurité des personnes, et lorsque des personnes se sentent menacées, le gouvernement doit les prendre au sérieux. Oui, mais justement, est-ce que quelque part aussi la justice n'est pas un peu trop silencieuse là, et attentiste? Oui, c'est pourquoi j'ai parlé de qui de droit. Je pense que le procureur de la République a l'obligation, étant donné que la question est extrêmement sérieuse, parce que le parti dont il est question est celui qui est présidé par le chef de file de l'opposition. Donc à partir de ce moment, ils ne peuvent pas se plaindre de menaces et s'entendre dire que bon, on passe à papeter profit parce qu'on ne considère pas que c'est sérieux. Ça, c'est pas normal. Donc, je pense que il revient au Parti des démocrates à l'avenir, parce que j'ai l'impression que là, franchement, eux-mêmes ne sont pas dans tout le sérieux que requiert une telle situation, qu'à l'avenir, ils disent les choses avec plus de précision et qu'ils saisissent, à l'appui de leur communiqué, qu'ils saisissent le procureur sur les choses, sur les plaintes qui font de leur communiqué. Voilà. Allez, passons maintenant à un autre sujet. Ça va être le tout dernier, en attendant donc la page internationale avec ce focus qu'on fera sur le Sénégal et sa présidentielle qui coince. Parlons du démarrage de la conférence nationale des forces vives de la nation. Lundi, on était le 19 février 2024. Cela faisait exactement 34 ans que s'est ouverte la conférence nationale des forces vives de la nation à Cotonou, au PLM à Lidjoum. 34 ans après, qu'est-ce qu'il reste à votre avis? 34 ans après, il reste les intentions et il reste surtout les regrets de ne pas voir les choses se dérouler telles qu'on les avait imaginées à la conférence nationale. Notre démocratie, après 34 ans, est essoufflée. Et il faut avoir le courage de le dire, notre démocratie est essoufflée. Il ne saurait en être autrement. Je vous l'ai dit une fois ici sur ce plateau, de mon point de vue personnel, nous avons pris cette démocratie-là par le mauvais bout. Par le mauvais bout. Il y avait un régime militaro-marxiste qui oppressait tout le monde, à ce que les gens disaient, parce que ce n'était pas l'avis de tout le monde non plus. Et même si on a des éléments de preuve par la suite. Il y a des gens qui sont restés jusqu'à la fin convaincus que la révolution était la meilleure des choses. Oui. Bon. Mais ceux qui ont eu le déçu, c'est surtout ceux qui sont revenus de l'étranger, qui constituaient l'intelligentsia du pays et qui avaient considéré que c'était le moment ou jamais de s'intéresser à la vie politique de leur pays. Et ça passait par ce genre de coup d'État institutionnel qu'il y a eu. Mais lorsque nous sommes sortis de cette révolution pour entrer dans la démocratie, tout le monde avait pensé qu'on abandonnait complètement les contraintes pour entrer dans la jouissance. C'était dans la tête de tout le monde. Et les étudiants brûlaient les feux et se disaient, on est en démocratie. Oui, oui, c'est ça. Donc, tout le monde pensait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait parce qu'on était en démocratie. Personne n'a expliqué depuis le début qu'il y avait plus de contraintes à observer dans une démocratie que dans un régime, comment on dit, militaro-marxiste, où il y avait un seul parti, où chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Mais ici, ce sont les devoirs que le citoyen finit d'accomplir avant de réclamer ses droits. Or, nous, 34 ans après, nous en sommes à réclamer des droits sans jamais connaître nos devoirs. Peut-être parce qu'on n'a peut-être pas bien éduqué le citoyen, on lui a pas appris. C'est bien ce que je vous disais, nous avons pris les choses par le mauvais bout. Il y avait des syndicats qui réclamaient des droits à tout va, il y avait une société civile, il y avait des partis politiques qui animaient le débat et qui se démultipliaient à l'infini chaque jour, de sorte que nous en sommes arrivés à un point où la liberté avait débordé sur la décence. Nous avions une liberté totalement indécente qu'on ne retrouvait nulle part, dans aucun pays sérieux. Ah ouais, sérieusement? Je vous le dis sérieusement. C'est cette dérive de la liberté qui nous a amenés en 2000, comment on dit, entre 2006 et 2016,
à faire constater à Boni Yayi que nous étions dans une démocratie de Nescafé. C'est la dérive de la liberté. Il n'y avait pas de responsabilité. Et dans un pays de pagaille, avec l'autre qui lui a succédé. Et quand il n'y a pas de responsabilité, naturellement, c'est la pagaille. J'ai l'impression... La différence, c'est que ici, quand ce sont les hommes qui étaient au pouvoir et qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui le disent, et le citoyen a l'impression que c'est parce qu'ils sont dans l'incapacité d'assurer toutes les charges qui leur sont dévolues qu'ils trouvent le moyen de faire passer la démocratie comme étant la responsable de nos maux. Voilà, le vecteur de tous nos problèmes. J'ai l'impression justement que ce n'est pas le meilleur choix qu'on ait fait en 1990 quand je vous écoute. C'est le meilleur choix que nous ayons fait, sauf que la préparation psychologique et le travail le travail qu'on fait sur le citoyen en amont n'a pas été fait. Donc, aujourd'hui encore, le citoyen béninois considère que quand on a élu un président, c'est lui et ses ministres qui sont concernés par les problèmes de développement du pays. Le citoyen n'est pas concerné. Le citoyen est là pour profiter de tout ce que l'État peut offrir. On devrait même venir balayer devant chez lui. Voilà, de tout ce que l'État peut offrir de biens et de beaux. Mais si, dès lors qu'il paye ses impôts, il devrait faire quoi? Est-ce qu'il paye ses impôts? C'est ça le problème. Aujourd'hui, regardez un peu. On dit, pour faire l'assurance, il faut avoir la TVM, il faut avoir la visite technique. Et l'assurance. Non, c'est même pour faire la visite technique qu'il faut avoir déjà l'assurance et la TVM. Pour faire l'assurance, il faut réunir la TVM et la visite technique. Ce sont des taxes que le citoyen le plus ordinaire dans le pays le plus ordinaire s'attend à payer sans contrainte. Parce que quand tu as une voiture, la TVM n'est pas une invention du Bénin. L'assurance n'est pas une invention du Bénin. La visite technique n'est pas une invention du Bénin. Donc, ailleurs, ce sont des choses qui vont tout naturellement. Mais ici, le citoyen se sent totalement oppressé, totalement... oppressé, ici la police fait son travail. En arrêtant quelqu'un qui n'a pas sa visite technique à jour, qui n'a peut-être pas sa TVM, ce n'est pas la faute du citoyen. On dit que la dette est quérable. Il faut demander. Et puis le citoyen, il n'est pas tout le temps de bonne humeur pour aller payer ses taxes, enfin, ses impôts au quotidien. C'est de ça que je vous parle. Oui. Est-ce que vous pouvez vivre en France et dire que bon, vous attendez que le policier vous arrête pour constater que vous n'avez pas payé votre TVM ou que vous n'avez pas fait la vie technique? Vous pouvez l'imaginer. Vous pouvez aux États-Unis penser que bon, je n'ai pas payé l'assurance, mais c'est pas grave. Si un policier m'arrête, on va voir. Et puis, vous pouvez faire ça. Ce qui fait qu'ailleurs la démocratie fonctionne, nous devons le copier également, puisque nous avons décidé de copier la démocratie. Vous voyez? Donc ici, on ne paye pas les impôts. Et quand on demande à ce que le citoyen paye les impôts, le citoyen dit mais non. Moi j'ai pris, pour vous donner un exemple, j'ai pris un Zémidian la dernière fois qui me disait mais tonton, ce pays est complètement tombé, c'est fichu. Mais les gens nous pressent comme des jus les impôts se sont accumulés. Et ce n'est pas la taille des salaires, ce n'est pas la taille de ce qu'on gagne. Il me dit mais je paye le loyer d'un atelier et vous imaginez qu'il faut encore que je paye quelque chose à l'État? J'ai dit, mais vous voulez rien payer à l'État? Il dit, mais c'est l'État qui doit me donner de quoi payer le loyer de mon local. Qu'est-ce qu'on peut payer à l'État qui ne vous apporte pratiquement rien? Vous n'avez pas de maternité, vous n'avez pas de voie d'accès. L'électricité, c'est à peine si on vous en donne 1 heure sur les 24 qui existent en une journée, etc. Qu'est-ce qu'on doit payer à cet État-là? C'est une excellente question. C'est une excellente question et ça nous ramène à nos 34 années en arrière. Mais qu'est-ce que nous faisons avec l'argent qui est collecté? C'est la question qui est posée. Le citoyen n'a pas l'impression que quand il donne, ça sert véritablement à améliorer son existence. C'est ça le problème. Parce que cet argent, jusqu'à une date récente, passait par les 1000 issus pour entrer dans les poches des citoyens. Et c'est quand le citoyen est riche et que l'État est pauvre que nous considérions que les choses étaient dans leur normalité. Avant, le citoyen était riche et l'État était pauvre. Mais dans quelle démocratie vous verriez tout pareil? Aujourd'hui, nous sommes en train de renverser la tendance et de ramener les choses à la normale. Parce que c'est l'État qui doit être riche
Mais ailleurs, dans les pays capitalistes, c'est les privés qui ont les sous. Parfois même, ils vont au secours de l'État. Il est nécessaire. Et les États, ailleurs, on les a vus plus endettés que jamais. Il est nécessaire que nous ayons également, vous me donnez l'occasion de le dire, que nous ayons également des bourses solides de promotion des talents et des valeurs locales pour qu'il y ait des personnes qui soient susceptibles de constituer des Dangote au Bénin, hein, de constituer des Tony et Lumelu au Bénin pour porter l'économie. C'est nécessaire pour porter l'économie. Dans un pays où vous n'avez pas ça, il manque quelque chose de cruel. Et ce qui manque, c'est la différence entre ce que ces personnes apportent et ce que, aujourd'hui, dans notre pays, l'État est seul à pouvoir apporter aux citoyens. Ça devient une charge trop difficile pour l'État parce que la gestion d'un État comme le nôtre, c'est la gestion des intérêts contradictoires de 12 millions, voire 13 millions de personnes. Qu'est-ce que vous pouvez apporter individuellement à ces personnes pour que tout le monde soit satisfait, même pour que la majorité soit satisfaite? C'est impossible. C'est pour ça que nous devons promouvoir des personnes dans notre pays, des industries dans notre pays, pour que le secteur privé soit puissant. Non pas parce que nous faisons venir des investisseurs de dehors, mais parce que nous avons des investisseurs à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au tournant de 90 aussi, on a choisi non seulement de libérer la parole et les médias, mais aussi de libérer l'initiative privée et donc le capitalisme. Mais quand on voit un peu, 34 ans après, on n'a pas l'impression que justement on a travaillé à avoir ces Dangote en griffe béninois, ces Tony Lumelu béninois. On n'a pas travaillé à les avoir chez nous au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons abusé de tout ce que l'État pouvait offrir. Il n'y a pas d'entreprise qui a prospéré de manière cohérente, de manière régulière, transparente, pour aujourd'hui constituer... Les hommes d'affaires du Bénin ne seront pas contents de vous. Hein? Non, il y en a qui transpirent, il y en a qui travaillent. Je n'accuse pas les hommes d'affaires du Bénin, mais je ne connais pas d'entreprise béninoise qui ait, par le travail honnête, régulier et transparent, imposé son label. Moi, je n'en connais pas. Tous ceux qui, par le passé, ont été présentés comme des hommes d'affaires, des hommes riches. On en a connu, hein, de vertueux à ce sont des hommes qui, à un moment ou à un autre, ont profité des largesses que l'État pouvait offrir. Ce ne sont pas des sociétés qui ont été construites sur la base de connaissances... de l'engagement du sacrifice. Acquis, voilà, sur la base de l'engagement du sacrifice et dans la cohérence de la progression qui amène vers les sommets. Ce sont des entreprises qui sont nées du jour au lendemain, qui sont devenus très prospères du jour au lendemain, et une fois que le régime change, eh ben, c'est fini. Est-ce que ce n'est pas un contexte de système? On a quand même vu des entreprises étrangères s'installer au Bénin, faire des chiffres d'affaires et grandir, comme vous le dites si bien, les entreprises, que ce soit dans la GSM, que ce soit dans la communication tout court, que ce soit, je ne sais plus trop, hein, dans le numérique, etc. Je suis heureux que vous ayez souligné que ce sont des entreprises étrangères. C'est-à-dire qu'ailleurs, les gens savent comment une entreprise se gère, comment elle grandit, comment elle prospère et comment elle s'impose dans le temps. Peut-être que c'est l'environnement culturel. C'est l'environnement culturel et c'est surtout l'environnement politique. Parce que quand vous avez un peu d'argent au Bénin, vous faites de la politique. Et quand vous faites de la politique, vous n'êtes plus vertueux du tout. Voilà. Et ça commence par vous mettre en difficulté justement vis-à-vis... Quelles sont les perspectives à votre avis pour les 30 prochaines années? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à la démocratie, par rapport à la conférence nationale, ce qu'il nous reste de tangible, ce qu'il reste de matériel. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose de matériel qui nous reste, à part peut-être la constitution qu'on a touchée en 2019. Même le siège de l'hôtel qui a accueilli les assises n'existe pratiquement plus. La voie même pour y aller accéder est compliquée. Il ne nous reste pratiquement plus rien. Même la démocratie elle-même qu'on a héritée est une démocratie, quelqu'un dit Nescafé, quelqu'un parle de pays de pagaille. Il ne nous reste absolument plus rien de 90. Non, il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste que des regrets et il ne nous reste que des souvenirs. Mais on peut encore corriger tout ça. On peut encore. Parce que, je le disais tantôt sur ce plateau, les personnes qui ont assisté à cette conférence, qui sont encore habitées par l'esprit de cette conférence, il y en a encore parmi nous qui sont d'un certain âge, c'est vrai, mais que nous pouvons encore solliciter pour travailler à améliorer
ce que nous avions voulu instituer en 1990. Parce qu'avec le temps, il faut être honnête, la démocratie telle qu'elle est partie en 1990 a montré ses limites. Il faut se rasseoir. Il faut impérativement se rasseoir pour redéfinir le système politique sur lequel nous fondons notre avenir sur les prochaines décennies. Parce qu'en l'état, vous pouvez être sûr à 100% que chaque président qui va arriver trouvera le moyen de réduire un peu plus les libertés, parce qu'il semblerait bien que ce soit la seule condition pour obtenir des résultats dans notre pays. Ouais. Ah oui, oui, oui. C'est pas seulement qu'au Bénin. Hein. Ailleurs, la grande démocratie aussi je ne parle pas d'ailleurs. Je parle d'abord de notre pays. Oui. Depuis 1990, quand on regarde les différents gouvernements qui se sont succédés, ceux qui se sont engagés à obtenir des résultats avec le courage de l'action politique sont ceux qui ont été obligés de restreindre des libertés. C'est la condition. Parce que l'exercice de la liberté n'est pas fait de manière responsable. Vous voyez? Et pour prendre simplement l'exemple de ce que nous vivions il y a quelques années, vous imaginez bien que nous étions à la dérive à un point où, je vous ai rappelé, c'est le président Boni Yayi qui avait déjà commencé par restreindre les libertés de grève, et il était obligé de le faire. Pourquoi? Parce que autant le pouvoir qui est excessif peut nous conduire vers la dérive d'un régime présidentialiste, autant les libertés non contrôlées peuvent nous conduire complètement dans un système crippé et bloquer totalement la démocratie. Donc voilà, c'est pour ça que nous devons nous rasseoir pour savoir exactement, mais comment nous redéfinissons notre démocratie. Regardez tout autour de nous. Nous avons été les premiers à faire la conférence nationale, mais tous ceux qui après nous ont fait la conférence nationale sont déjà revenus quasiment à la case départ. Oui, ça n'a pratiquement pas réussi. Hein. Pratiquement à la case départ. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie telle que nous l'avons engagée en 90 comporte des lacunes. Et c'est parce qu'il y a un génie béninois qui fait en sorte de tenir encore cette démocratie vaille que vaille, que nous en sommes encore à parler de démocratie. Qu'est-ce qu'on fait? On concède quelques parties de nos libertés tranquilles et puis on se dit, bon voilà, on va vers la démocratie. Il faut se rasseoir. Il faut se rasseoir et redéfinir complètement le système économique et le système politique. On va se rasseoir. On va se dire, toi tu fais quoi, moi je fais quoi, c'est ça. Vous voyez, le président Patrice Talon a été obligé. Parce que c'était devenu une obligation de réformer le système partisan. Il n'avait pas le choix, il fallait le faire. Peut-être que c'est fait maladroitement, peut-être que c'est fait avec des tares et des imperfections, mais il fallait le faire. Mais si on s'était assis pour déterminer comment on le faisait, peut-être qu'on n'en serait pas à le faire avec des tares et des imperfections, avec des insuffisances, puisqu'on aurait ensemble déterminé la façon de le faire. Oui, mais je crois que c'est l'Assemblée nationale qui a voté les lois en son temps, donc c'est pour ça que je vous dis que nous devons nous rasseoir. Si nous devons faire une réforme du système partisan, il faut s'asseoir ensemble pour le décider. Et décider comment on le fait. N'est-ce pas? Si nous devons réformer telle ou telle chose, il faut s'asseoir pour réfléchir ensemble à comment le faire. Et puis, si nous avons la chance d'avoir un président qui est courageux dans l'action politique, eh bien, il met tout ça en œuvre de manière à ce que ça puisse prospérer. Mais à ce moment-là, nous sommes moins frustrés parce que nous savons que c'est nous-mêmes, c'est ensemble que nous avons décidé de réformer. Il y a quand même quelque chose qu'on a réussi, non? C'est le développement exponentiel et je dois même dire maladroite et atrophié de la politique où tout le monde réussit quand même là-bas. Je n'ai pas bien compris la question. Ben, la politique, c'est la meilleure chose que nous avons réussi ces 30 dernières années. Oui, c'est-à-dire que c'est l'un des travers de la démocratie. La politique qui devait être l'art de bâtir la cité, la politique qui devait être le service à la communauté est devenue le moyen de se servir, de s'enrichir, de prospérer tout de suite quand on a envie d'être parmi les riches. Bon, donc, quand c'est conçu comme ça, comment voulez-vous qu'un service
puissent produire des résultats lorsque ceux qui sont supposés servir commencent par se servir eux-mêmes. Ça ne peut pas produire des résultats. Le problème fondamental, ce n'est pas le fait que nous ne ferions vraiment plus travailler. Nous ne travaillons pas, qui que nous soignons, hein, à quelque niveau que nous soignons. Je pense qu'il y a un moyen de remettre les Béninois au travail. On a commencé à chanter ça depuis Kérékou. Hein. Je crois qu'il y a quand même eu des avancées dans ce sens. Ah oui? On ne peut pas dire que le Bénin ne travaille pas. Parce que tout le monde n'est pas fonctionnaire de l'État. Les gens se débrouillent pour s'en sortir. Oui, se débrouiller, c'est pas travailler. Ah non, il y en a... Alors, vous n'avez pas idée de ce que les gens font. Il y en a qui travaillent beaucoup. Mais c'est vrai que nous avons formé une jeunesse qui ne sait rien faire de ses doigts et qui constitue une grosse perte pour la nation. Et je crois que c'est en regardant cette jeunesse-là qu'on a l'impression que les Béninois ne travaillent pas. Hein, en réalité, les Béninois travaillent, mais les jeunes qui sortent avec les diplômes n'ont pas une formation adaptée qui leur permette véritablement de contribuer à la construction d'une économie florissante, mais au contraire, ils sont là à la maison à se croiser les bras et à se ronger les pouces, à attendre que le gouvernement, que l'État-providence leur offre le pain et le... C'est vrai qu'un ancien président français avait déclenché pratiquement l'ire, je dois dire, des cadres africains en disant que la démocratie était un luxe pour les Africains. Avec le temps, les questionnements ont commencé à se succéder. Si véritablement la question de démocratie était vraiment, je dois dire, le mode idéal pour les Africains pour aller vers un meilleur développement. Sinon même qu'on se demande s'il ne faut pas carrément inventer une démocratie à l'Afrique, compte tenu de l'histoire des peuples de ce continent-là, compte tenu de leur culture, compte tenu de leur façon de concevoir, de percevoir et d'appliquer la notion et la conception du chef et de la gestion de la cité. Aujourd'hui, le débat se pose encore. Faut-il vraiment une démocratie à l'africaine ou faut-il renoncer carrément à la démocratie? Ça, c'est une question à laquelle nous devons tous répondre. Et c'est ça que j'appelle s'asseoir et discuter. Vous savez, pour revenir à ce que vous disiez tantôt, vous savez que les personnes qui sont supposées incarner la démocratie, c'est-à-dire la jeunesse qui est supposée incarner la démocratie à travers ses valeurs, ne connaît pas les valeurs de la démocratie. C'est-à-dire que nous n'avons pas formé le citoyen type qui travaille à faire prospérer une démocratie. Nous n'avons pas formé nos citoyens à ça. Ça fait qu'aujourd'hui, hier par exemple, lorsque les révolutionnaires, j'en reviens toujours de temps en temps à cette époque-là, parce que lorsque les révolutionnaires avaient identifié les problèmes et avaient décidé de se donner des objectifs, on avait identifié le profil du parfait citoyen de la révolution. Et on avait formé ces citoyens-là. Ces citoyens-là avaient été formés. Vous voyez, aujourd'hui, les citoyens de la démocratie, qui sont-ils? Des gens qui connaissent ni le B.A.B.A., ni leur propre devoir. À peine l'hymne national. Ils connaissent rien du tout et rien ne les lie à leur pays. Vous voyez, c'est très important. Il est très important que les citoyens soient liés à leur pays par quelque chose. Ne serait-ce qu'en instaurant à un moment ou à un autre le service national. Il faut que le citoyen ait le sentiment de travailler pour le pays, de compter pour le pays, d'être attaché au pays. On n'a pas ça. Les jeunes qui devaient être, à leur jeune âge, formés au patriotisme. Parce qu'à cet âge-là, c'est possible. Nous ne faisons rien dans ce sens. Nous, quand on était enfants, je me souviens qu'à la télévision nationale, il y avait des films qui ne sont pas produits par des Africains, mais qui sont produits par les Américains, par exemple, qui, connaissant leur histoire, l'ont fait revivre à travers ces films. Et l'histoire de la colonisation, l'histoire de la traite négrière, l'histoire des injustices que nos parents ont subies, c'est dans ces films-là que nous les avons appris quand nous étions petits. Mais la télévision nationale aujourd'hui ne projette rien aux enfants qui puissent les rendre conscients de leur situation, qui puissent les formater à devenir des combattants de leur pays. Rien du tout. Les jeunes, la télévision ne fait que de la... Comment on dit le divertissement.
que du divertissement. Il n'y a plus de formation du citoyen. Et ça, il faut revenir à ces choses-là. Le cinéma itinérant, ça existait. Où vous étiez dans vos écoles, dans le village, et une caravane arrivait où on vous projetait des films. Parfois, ça vous empêche de dormir parce que tellement vous êtes ému de ce que vous avez pu voir. Ça contribue à former le citoyen. Mais les temps ont changé. Les jeunes n'ont plus besoin d'attendre une caravane dans leur école. C'est de ça que je vous parlais. Pour avoir accès, oui. C'est l'État qui détermine la politique. Si les jeunes ont la caravane, les jeunes vont suivre la caravane. S'il n'y a pas la caravane, les jeunes vont chercher l'intérêt ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans nos villages, dans nos contrées, est-ce que les gens ont des divertissements autres que de regarder peut-être la télévision de temps en temps, et tout le monde n'en a même pas? Mais si vous avez une caravane avec un programme qui fait que ces jeunes-là sont éduqués à travers des programmes bien élaborés, ça nous permet de gagner des citoyens. Aujourd'hui, honnêtement, le type de citoyens que nous avons, dites-moi en quoi on peut compter sur ces citoyens-là pour que le Bénin soit un pays prospère et un pays particulièrement brillant. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, le service national, il faut le réinstaller. L'idée de Boni Yahi, c'était intéressant. Le service militaire d'intérêt national. Mais sans une situation, sans un mécanisme de cette nature-là, le citoyen ne se sent pas lié à l'État. Le citoyen ne se sent pas lié par le drapeau national. Et l'union autour même, l'union autour de ce drapeau ne peut pas se créer quand il n'y a pas ce genre de service qui permet le brassage de tout le monde et qui permet vraiment de faire travailler la jeunesse ensemble pour le développement du pays. Alors on a encore une dizaine de minutes pour aborder l'actualité au Sénégal. Là-bas, on est dans un contexte assez compliqué. Macky Sall, faut-il rappeler un peu les événements? Macky Sall qui prend une décision pour reporter les élections à la veille donc du démarrage de la campagne électorale. Dans la foulée, l'Assemblée nationale qui vote une loi qui entérine justement ce report et le valide. Et enfin la Cour constitutionnelle, sinon le Conseil constitutionnel qui sort face à décision pour reconnaître 7 des conditions difficiles pour organiser les élections, mais qui balaie du revers de la main, je dois dire, cette décision du report de la présidentielle. On est là dans une situation assez compliquée et complexe. C'est une situation compliquée et complexe qui est symptomatique de tout ce que je vous disais tantôt, à savoir que la démocratie commence à montrer ses limites, mais partout. Partout. Il faut dire même ailleurs, dans les pays où cela a été créé aussi, inventé aussi, on a quelques limites. On a quelques limites. Oui, quelques difficultés. C'est vrai, oui. il faut avouer. Même ceux qui prétendent être les grands promoteurs de la démocratie. On a vu l'attaque du Capitole dans ce pays, on a vu en France les gilets jaunes cassés par ici, etc. Beaucoup de choses, oui. La démocratie est un système qui commence à montrer ses limites. Et il faut l'actualiser. Il faut l'actualiser. Et nous n'avons pas besoin d'attendre que les autres le fassent pour aller copier. C'est à nous qu'il revient de le faire. Ce qui se passe au Sénégal, c'est tout simplement l'illustration de ce que, lorsque tous les prédécesseurs de Macky Sall, à la fin de leur mandat, ont estimé qu'ils devaient partir, vous verrez que celui que Macky Sall a remplacé a déjà commencé, lui, par avoir des velléités d'un 3e mandat. Non, il a été candidat. Il a été candidat. Et il a été battu. Et il a été battu. Il n'aurait pas été battu, il aurait fait un 3e mandat. Vous voyez? Oui. Donc, c'était déjà une anomalie. Parce que, vous voyez, dans la Constitution, tout n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit. Il y a un esprit de la loi. Et les citoyens qui font prospérer une démocratie doivent être empreints de cet esprit de la loi. Lorsque je fais le parallèle, ce que nous avons au Sénégal aujourd'hui, c'est le rempart que le Conseil constitutionnel constitue contre la dérive du pouvoir présidentiel. C'est le fonctionnement de
toutes les institutions de contre-pouvoir qui jouent correctement leur rôle. C'est ce qu'on n'a pas... Enfin, pour en revenir, justement, pour en revenir, moi je considère que le président Patrice Talon, à aucun moment, ne s'est enfermé dans son bureau pour prendre des décrets qui tiennent lieu de code électoral, qui tiennent lieu de révision de la Constitution. D'accord? Nous avons des députés mandatés qui ont constitutionnellement la prérogative de voter des lois, qui ont voté les lois qui, aujourd'hui, nous posent problème. N'est-ce pas? Et nous avons la Cour constitutionnelle, qui est l'organe chargé de s'assurer que les lois votées l'ont été dans les bonnes conditions et que ces lois ne violent aucune disposition de la Constitution. Et la Cour a dit que toutes ces lois-là, c'est normal. C'est normal. Or, qu'est-ce que nous avons au Sénégal? Nous avons une rallonge de la durée du mandat présidentiel, contre laquelle le Conseil constitutionnel dit « niet ». Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de n'importe quel juriste bon teint, la durée du mandat présidentiel n'est ni extensible ni réductible. Mathieu Kérékou, en 1996, a prêté serment le 4 avril et a omis une phrase lorsqu'il prêtait serment, les mains de nos ancêtres. Et la Cour constitutionnelle lui a fait reprendre ce serment 48 heures plus tard, c'est-à-dire le 6 avril. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas considéré que, étant donné que son mandat courait à partir du 4 avril, c'est lui qui a perdu les 2 jours dans son mandat, donc son prochain mandat, le prochain mandat commence le 4 avril. Non, la Cour a estimé que, puisque c'est rigoureusement 5 ans et que c'est enfermé dans le marbre de la Constitution, que la durée du président, la durée du mandat est de 5 ans, si elle a commencé le 6, eh bien le prochain mandat commence le 6. Ça, c'est ce qui est logique. Mais d'où nous vient alors cette idée que une Cour constitutionnelle peut être aussi solide au Sénégal, par exemple, et être vraiment rigide sur la durée du mandat au Sénégal, refuser cette rallonge-là, et qu'elle peut être aussi faible, par exemple, au Bénin, où quand même les opposants reprochent à Patrice Talon d'avoir quand même quelques grignotés, quelques 45 jours de plus, ou même en Côte d'Ivoire, où la même Cour constitutionnelle peut faire prêter serment en l'espace d'1 an à 2 différents présidents, par exemple. Je vous ai dit sur ce plateau que le problème que nous avons n'est pas que le pouvoir soit fort et s'exprime. Le problème que nous avons, c'est que les institutions de contre-pouvoir ne freinent pas les ardeurs du président de la République. Et c'est pourquoi je donnais l'exemple tout à l'heure en vous disant que Patrice Talon, à aucun moment, n'a pris des décrets pour dire je révise la Constitution, je change le code électoral. Ce sont des députés qui sont mandatés pour ça, qui ont voté. Et c'est la Cour constitutionnelle qui, bien qu'ayant vu que la durée du mandat présidentiel a été rallongée de 45 jours, a quand même dit que ça ne viole aucune disposition de la Constitution. Et a promulgué. La différence entre le Sénégal et le Bénin, c'est qu'au Sénégal, le Conseil constitutionnel continue d'être un bon rempart, tandis qu'au Bénin, la Cour constitutionnelle n'est plus véritablement... Est-ce qu'on ne se réjouit pas très tôt non plus aussi? Parce qu'on a vu quand même un certain nombre d'actes posés par le passé qui auraient pu intéresser quand même la Cour. La question de liberté, par exemple, on a quand même un opposant qui est en prison et qui n'a véritablement pas intéressé la Cour constitutionnelle jusque-là. Non, il faut dire que la Cour... lorsqu'elle prend la décision aujourd'hui de retoquer la décision de Macky Sall, c'est parce que toute la communauté internationale a les yeux rivés sur elle. Elle ne pouvait pas faire autrement. Ah oui, vous pensez? Non, elle ne pouvait pas faire. C'est quoi en Côte d'Ivoire? La communauté internationale avait les yeux rivés. En 2011 ou 2010, si mes souvenirs sont bons, toute la communauté internationale avait les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Et pourtant
Paul Yaoundé avec son équipe ont fait ce qu'ils ont fait. Oui, c'est bon. Il y a, en tout cas, comme vous voulez, il y a dans l'histoire différentes explications à ce que, aux décisions que la Cour constitutionnelle peut prendre dans chacun de ces pays-là. Mais dans le cas du Sénégal, comme vous dites, la Cour n'a pas été non plus tout à fait rigide dans ses attributions depuis le début. Il a fallu que là, toute la communauté internationale ait les yeux rivés sur cette cour-là pour qu'elle soit obligée de dire ça quand même. Mais est-ce que sa décision règle le problème, dans le fond? Sa décision ne règle pas véritablement le problème, mais aujourd'hui tout le monde sait qu'on ne peut plus organiser les élections à bonne date au Sénégal. Donc le président de l'Assemblée nationale va certainement prendre il est clair qu'on va trouver une formule pour faire une transition et organiser des élections plus tard. Mais à quel moment, je pense que ça dépend aussi des assises que Macky Sall est obligé d'organiser aujourd'hui pour s'en sortir. On a souvent reproché, vous l'aviez fait d'ailleurs, reproché qu'on n'ait pas éduqué des citoyens aux bonnes pratiques de la démocratie, mais en réalité ce sont les dirigeants qui ne sont pas bien conscients de ce que c'est que la démocratie. Sinon comment il peut arriver à l'esprit d'un président qui sait qu'il a 2 mandats et que ces 2 mandats finissent à telle date et qui en tout cas se trouve les moyens de prendre une décision de reporter des élections indépendamment justement de ce que disent les tests? C'est parce que les conditions le permettent. C'est d'abord parce que les conditions lui permettent d'espérer que ce soit possible. Pourquoi? Parce qu'autour de lui, il y a des gens qui sont prêts à porter le projet avec lui. C'est aussi simple que ça. S'il rencontrait une résistance farouche dans son propre environnement politique, il arrêterait le projet immédiatement. Mais il trouve autour de lui des gens qui lui disent oui, c'est possible. Nous allons travailler pour que ça soit fait, et qui donnent d'ailleurs le sentiment au président qu'il aurait tort de quitter le pouvoir parce qu'aujourd'hui tous les leviers sont encore dans leurs mains et qu'ils peuvent aller un peu plus loin. Donc si le président parfois est dans ce genre de dérive, c'est parce qu'il y a un environnement, il y a un entourage qui l'encourage. J'ai aussi cette curiosité, vous êtes libre d'y répondre, ça va être la dernière certainement. D'où nous vient cette idée qu'on est, quand on est opposant, on est très bon démocrate et quand on vient au pouvoir, on perd toutes les notions de démocratie et qu'on devient ce qu'on devient comme on l'a remarqué. Allez, rapidement, 2 mots sur ce sujet que j'avais promis qu'on aborde, cette petite brouille entre le ministre des Finances et ce soutien à Patrice Talon. Ça fait grand bruit sur les réseaux sociaux. On en avait parlé la semaine écoulée sur ce plateau. Vous voudrez bien revenir là-dessus? Oui, j'ai tenu à revenir là-dessus parce que lorsque vous abordez ce genre de sujet, évidemment, il y a des personnes qui se rapprochent et qui vous expliquent un peu plus en détail un certain nombre de choses. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer le ministre des Finances comme votre ami. Comme notre ami. mais j'ai quand même eu assez d'explications qui montrent qu'en réalité, le ministre était dans une démarche citoyenne, ayant observé qu'il y a un homme politique qui a une certaine popularité et qui ventilait des informations tout à fait erronées, qui faisait de la désinformation et même des menaces de mauvaise aloi sur les réseaux sociaux. Le ministre a cru bien faire en faisant venir à lui ce citoyen pour discuter avec lui, pour échanger avec lui, pour lui faire comprendre ce que manifestement il ne comprenait pas. Et apparemment il a si bien réussi que bon, notre ami s'est fendu de 2 communiqués dithyrambiques pour nous dire à quel point le ministre était fabuleux, formidable, avait fait de bonnes choses. Et au passage, il a enjolivé à un tel point qu'on a eu le sentiment que tout ce qu'il pensait avoir, tout ce pourquoi il menaçait le ministre avait été complètement réglé et que bon, le ministre avait cédé à son chantage. Il n'en est absolument rien du tout. Les renseignements que j'ai eu par la suite montrent à quel point le ministre a été droit dans ses bottes et a complètement refusé d'accéder à tout ce qui pouvait compromettre sa fonction. Il n'empêche que la démarche était de lui faire comprendre pour qu'à son tour, il relaye à nouveau sur tous les canaux digitaux par lesquels il était passé pour
pour vilipender notre bonne opération financière à l'international, qu'il soit obligé de passer par ces canaux-là à nouveau pour restituer la vérité. Et c'est ce qui a été fait. Sauf que, comme je vous l'ai dit, la vérité est allée au-delà de la vérité. Et c'est ça qui a fait que nous avons eu le sentiment à un moment que bon ben il y a quelque chose de pas normal, il y a quelque chose qui n'était pas normal et que on devait, et ça, l'avantage de ce que nous avons pu faire la semaine dernière, c'est que aujourd'hui nous savons que bon il n'y a pas eu de chantage en tant que tel et que le ministre n'a même pas pensé un seul instant à donner satisfaction à l'intéressé sur ce qui ne relève pas d'une mission, comme on dit, d'une opération financière ordinaire et orthodoxe. Ce qu'on peut souhaiter à nos autorités, c'est d'avoir quand même, comment on les appelle, cette autorité-là, de résister à toutes les pressions qu'il faut, parce que c'est justement en résistant à ces pressions qu'on peut avoir une autorité de l'État affirmée, et surtout une certaine indépendance dans les prises de décision au profit des populations, et qu'on ne veuille pas, à ma foi, perturber le cours normal des choses. Ce que je note avec satisfaction, c'est cette démarche qui a consisté, au lieu d'attaquer l'intéressé, au lieu d'attraire l'intéressé, qui a consisté à le faire venir plus tôt pour lui expliquer, à le faire se rendre compte pour lui expliquer ce qui se passait et comment est-ce que le Bénin aujourd'hui engrange des résultats très importants. En la matière, la jeunesse du ministre, à l'évidence, n'est pas un handicap, c'est plutôt un atout. On va lui souhaiter bonne chance. Anesthésie Carlos Souké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là.